Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un monstre? Et qu'est-ce qui fait de lui un homme? Et que se passe-t-il lorsque la frontière entre les deux s'estompe sur le béton détrempé d'une ruelle? Pour Clara, une barista de 24 ans noyée sous les dettes, le monde était simple. On garde la tête baissée, on ne se mêle de rien et on survit. Mais une nuit, cette règle simple a été brisée par le son de coups sourds et écœurants et le hoquet de douleur d'un homme. Elle a été témoin d'un passage à tabac. Elle a vu l'homme le plus craint de la ville, Alessandro Salvatore, brisé et laissé pour mort. Toutes les autres personnes se sont détournées, mais Clara, elle, s'est avancée. C'est l'histoire de la seule femme qui a choisi de voir un homme au lieu d'un monstre et, ce faisant, a changé tout le monde criminel. L'enseigne au néon du Morning Grind Café crépitait, jetant une lueur rose maladive sur le trottoir mouillé de la ruelle de Tribeca. Il était 2h17 du matin. Clara Bennett remonta la fermeture éclair de sa veste fine, le froid humide de New York s'infiltrant déjà dans ses os. C'était la pire partie de sa journée. La marche entre la porte arrière du café et son minuscule appartement, 3 pâtés de maison plus loin. C'était un dédale d'ombre et de bennes à ordures débordantes, un purgatoire entre ces deux emplois épuisants. Ce soir-là, la ville était étrangement silencieuse, le silence n'étant rompu que par le goutte, goutte, goutte de l'eau tombant d'un escalier de secours rouillé. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle passe devant l'entrée de service de Veritas, l'un des restaurants les plus exclusifs et les plus chers de la ville. Les bruits n'étaient pas normaux. Ce n'était pas le cliquetis habituel des assiettes ou les cris des chefs. C'était le bruit sourd, humide et lourd d'un poing frappant la chair, un grognement de douleur étouffée. Clara se figea. Son cœur battait de la chamade contre ses côtes, un rythme de tambour qui disait « Ne regarde pas, ne regarde pas. Continue de marcher. » Elle avait été élevée selon les lois tacites de la ville. Tu entends quelque chose, tu n'entends rien. Tu vois quelque chose, tu ne vois rien. S'impliquer était un luxe que les gens comme elle ne pouvaient pas se permettre. Elle se plaqua contre le mur de briques froides, essayant de devenir invisible. En jetant un coup d'œil au coin d'une énorme benne verte, elle les vit. 3 hommes en costume sombre et bien coupé, debout au-dessus d'un quatrième homme qui était à genoux. L'homme à terre portait également un costume, mais sa veste italienne à 5 000 $ était déchirée, sa chemise blanche tachée d'un cramoisi horrible qui s'étendait. Tu pensais pouvoir conclure un marché avec Petrov dans notre dos, Alessandro? Cracha l'un des agresseurs. Il avait un visage cruel et mince et donna un coup de pied dans l'estomac de l'homme agenouillé. L'homme, Alessandro, toussa, projetant du sang sur le trottoir. Il essaya de lever les yeux, son visage un masque de défi, mais un autre homme le frappa au visage avec quelque chose de dur, un poing américain. « Ça, » dit le chef, saisissant Alessandro par les cheveux et lui relevant la tête. « C'est de la part de M. Petrov. Ce port lui appartient maintenant, et toi, tu n'es plus qu'un souvenir. » Le souffle de Clara se coupa. Elle reconnaissait ce nom. Alessandro Salvatore, même une barista connaissait ce nom. Il n'était pas juste un homme d'affaires, il était l'homme d'affaires. La famille Salvatore posséderait la moitié des entreprises de transport, de nettoyage et de construction de la ville. Et selon les rumeurs, 100% de sa peur. Il était intouchable, ou du moins, il était censé l'être. Un couple qui riait en sortant d'un bar voisin tourna au coin de la rue. Ils virent la scène, leur rire s'éteignant instantanément. L'homme attrapa le bras de la femme. « Oh mon Dieu » murmura la femme. L'homme la tira en arrière. « Ne regarde pas, allons-nous-en maintenant. » Ils disparurent dans la rue principale. Ils avaient vu, ils n'avaient rien fait. Les agresseurs n'avaient pas fini. Ils étaient professionnels. Ce n'était pas une agression. C'était une exécution. Ils le rouèrent de coups jusqu'à ce qu'il cesse de bouger, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de tissu cher et d'os brisés. C'est fini pour lui. On bouge, dit le chef, essuyant ses poings sur un mouchoir. Ils se fondirent dans l'ombre, disparaissant dans une berline noire qui attendait silencieusement au bout de la ruelle. Le silence revint, plus lourd cette fois, rompu seulement par la pluie et la respiration faible et rauque de l'homme au sol. Clara tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir debout. « Va-t'en, Clara, va-t'en. Ce ne sont pas tes affaires. C'est un monstre, c'est un criminel. Laisse les monstres se dévorer entre eux. » Elle essaya de bouger ses pieds. Elle leur ordonna de la ramener chez elle,
vers son matelas bosselé et la pile de factures de dernier avis sur son comptoir. Mais il ne bougeait pas. Elle pensa à sa mère sur son lit d'hôpital, sa respiration tout aussi superficielle et rauque dans ses derniers jours. Elle se souvint des médecins qui s'éloignaient dès qu'ils avaient décidé qu'elle ne valait plus la peine de se battre. Personne ne mérite de mourir seul dans le caniveau. Et merde, murmura-t-elle, le mot formant un nuage de vapeur dans l'air froid. Ses pieds bougèrent, mais pas vers la maison. Ils bougèrent vers l'ombre affalée près de la benne. Elle tomba à genoux à côté de lui, son sac bon marché se renversant sur le béton crasseux. « Hé !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Hé, vous m'entendez ?» Il était inconscient, son visage déjà enflé, une profonde entaille saignant abondamment de sa tempe. Il se noyait dans son propre sang. La vieille déformation refit de surface, Clara n'avait pas été qu'une simple barista toute sa vie. Elle avait été à 2 semestres d'obtenir un diplôme d'infirmière avant que sa mère ne tombe malade et que les frais de scolarité ne s'évaporent dans une montagne de dettes médicales. « D'accord, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « D'accord, commençons par le commencement. » Ses mains, qui tremblaient habituellement en servant des cafés au lait, étaient soudainement stables. Elle arracha sa propre écharpe et la roula en boule, la pressant fermement contre l'entaille sur sa tempe. « Pression, » marmonna-t-elle. « Il faut arrêter le saignement. » Elle le roula doucement sur le côté en position latérale de sécurité, dégageant ses voies respiratoires. Sa respiration devint immédiatement moins gargouillante. Il était vivant pour l'instant. Elle chercha son téléphone, ses doigts glissant d'un sang qui n'était pas le sien. Elle composa le 911. « 911, quelle est votre urgence? »« Il y a un homme, » dit Clara, sa voix un couinement aigu et anonyme. « Il a été violemment battu, dans la ruelle derrière Veritas à Tribeca. Il a besoin d'une ambulance. Maintenant. »« Madame, quel est votre nom? » Clara raccrocha. Or, elle savait qu'elle devait courir. Les sirènes arriveraient et poseraient des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Mais elle baissa les yeux vers l'homme, Alessandro Salvatore, le croque-mitaine des 5 arrondissements. Sa main, qui avait probablement signé des condamnations à mort, reposait paume vers le haut, ouverte et vulnérable. Elle ne pouvait pas le laisser. Pas encore. Elle continua de presser l'écharpe sur sa tête. « Restez avec moi, » murmura-t-elle à l'homme inconscient. « Vous êtes un salaud, j'en suis sûr, mais vous n'allez pas mourir ce soir, pas ici. » À ce moment, ses paupières vacillèrent. Ses yeux sombres, sans focus et vitreux de douleur, trouvèrent les siens. Il la vit juste une seconde. Il vit une jeune femme aux yeux bruns terrifiés et à la veste bon marché, agenouillée au-dessus de lui comme une sorte d'ange du caniveau. Puis il disparut à nouveau. Clara entendit le hurlement lointain des sirènes. Son instinct de survie cria finalement plus fort que sa conscience. Elle retira son écharpe. Elle était ruinée. Trempée. Elle se leva, reculant dans l'ombre. Elle courut les 3 pâtés de maison jusqu'à chez elle, son cœur battant un nouveau rythme. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? » Elle verrouilla sa porte, jeta sa veste ensanglantée à la poubelle et se frotta les mains jusqu'à ce qu'elle sointe à vif. Mais elle ne pouvait pas effacer la sensation de son sang, ni le moment terrifiant et bref où ses yeux avaient croisé les siens. Elle venait de sauver la vie de l'homme le plus dangereux de New York, et il avait vu son visage. Alessandro Salvatore ne se réveilla pas dans un hôpital. Les chambres blanches et stériles du New York Presbyterian étaient pour les civils. Il se réveilla dans un endroit qui n'existait sur aucune carte, une clinique privée de haute technologie enfouie dans le sous-sol d'un des gratte-ciels de sa famille. Il se réveilla à l'odeur d'antiseptique et au bip régulier d'un moniteur cardiaque. Sa première sensation fut la douleur, une agonie aveuglante et brûlante qui partait de ses côtes et irradiait partout. Sa seconde fut la fureur. Il est réveillé. La voix était profonde et calme. Léo Moretti, son bras droit, son conciliaire, sortit de l'ombre. Léo était un homme qui ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un mafieux de haut rang, avec des tempes grisonnantes et des lunettes à monture métallique. « Combien de temps? » La voix d'Alessandro était un croassement rauque. « 48 heures, » dit Léo, lui offrant un verre d'eau avec une paille. Alessandro le repoussa, se redressant trop vite. Le monde tourna et un grognement de douleur lui échappa. «
2 côtes cassées, une pommette fracturée, une commotion cérébrale sévère et 28 points de suture, rapporta Léo, comme s'il lisait une liste de courses. Petrov a été minutieux. Petrov. Alessandro souffla le nom comme une malédiction. Il savait où je serais. Le dîner à Veritas, c'était un piège. Oui, dit Léo doucement. Nous avons une taupe, Alessandro. C'était pire que les coups. La trahison. Un ennemi extérieur était un problème. Un ennemi intérieur était un cancer. Qui? Commença Alessandro, mais Léo leva la main. Nous nous en occupons. D'abord, tu guéris. La famille ne peut pas montrer de faiblesse. Alessandro fixa le plafond blanc immaculé. Faiblesse. Il avait été faible, laissé dans une ruelle comme un déchet ordinaire. La police? Un appel anonyme au 911. Le temps que nos gars hors service répondent à l'appel, la vraie ambulance était à 10 minutes. Notre équipe t'a récupéré. La scène était propre quand la police de New York est arrivée. Pour le reste du monde, tu es en Europe pour affaires. Alessandro hocha la tête. Léo était parfait, mais quelque chose le démangeait au bord de sa mémoire, un fragment de l'obscurité. Il y avait quelqu'un d'autre, murmura-t-il. Après leur départ, avant tes hommes. L'expression de Léo se durcit. Il n'y avait aucun témoin, Alessandro. La rue était vide. Le couple du bar s'est enfui. Non, pas un témoin. La main d'Alessandro se porta à sa tempe, là où les points de suture tiraient sur sa peau. Quelqu'un m'a aidé. Ils m'ont mis sur le côté. Ils ont fait pression sur ma tête. Il ferma les yeux, essayant de faire revenir l'image. Une femme, jeune, des yeux effrayés. Léo fronça les sourcils. « Monsieur, vous aviez une commotion majeure. Vous avez probablement halluciné. » « Vraiment? » Alessandro ouvrit la main. Serré dans sa paume, collé par son propre sang séché, se trouvait un petit objet rond. C'était un badge bon marché, du genre qu'on trouve dans un distributeur de chewing-gum ou une boutique de souvenirs. C'était le dessin d'un grain de café à l'air grincheux avec les mots « Ne me parlez pas avant ça ». Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Où as-tu eu ça? »« Elle l'a fait tomber, » dit Alessandro. « Elle était réelle. Elle m'a sauvé la vie. » Il fixa le badge. Ce stupide morceau de plastique bon marché, c'était le seul indice. « Trouve-la, » ordonna Alessandro. Sa voix n'était plus le faible râle d'un patient, mais la lame d'acier du patron Salvatore. Léo hésita. Pour la remercier? Les yeux sombres d'Alessandro rencontrèrent les siens. Pour la trouver, personne ne me voit comme ça et s'en va tranquillement. Personne. Je ne sais pas si c'est une menace, une affaire non classée ou un ange gardien, mais je vais le découvrir. Vérifie chaque café, chaque restaurant, chaque piège à touristes dans un rayon de 10 pâtés de maisons de cette ruelle. Trouve la femme qui porte ce badge. Et quand nous l'aurons trouvée, tu me l'amènes, saine et sauve. La poigne d'Alessandro se resserra, les bords du badge s'enfonçant dans sa paume. Je lui dois une dette, et les Salvatore payent toujours leur dette, d'une manière ou d'une autre. La semaine suivante, Clara Bennett vécut dans une prison d'anxiété qu'elle s'était elle-même construite. Elle faisait ses services au morning grind, une pilote automatique, ses mains tremblant si fort qu'elle renversait plus de café qu'elle n'en servait. Chaque fois qu'une voiture de police hurlait au loin, elle sursautait. Chaque fois qu'un homme en costume sombre passait devant la vitrine du café, son cœur s'arrêtait. Elle avait vu les nouvelles. Alessandro Salvatore n'avait pas été signalé comme blessé. En fait, un journal mondain mentionnait qu'il avait été vu à une vente aux enchères caritatives exclusives à Rome. C'était un mensonge. Elle savait qu'il était là, en ville, et en train de guérir. Ou peut-être qu'il était mort. Elle était la seule personne sur Terre à savoir comment il était mort. Elle ne savait pas ce qui était le pire. Elle nettoyait la machine à expresso un mardi après-midi calme, le café vide, à l'exception d'un vieil homme lisant un journal dans un coin. La cloche de la porte tinta. Clara ne leva pas les yeux. « J'arrive dans une seconde », lança-t-elle, sa voix étouffée par le chiffon. « Prenez votre temps. » La voix était bassesse, riche et douce comme du velours. Elle lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec le courant d'air. Elle se retourna. Il se tenait au milieu de son café, sa présence aspirant tout l'air de la pièce. C'était lui, Alessandro Salvatore. Il n'était pas l'homme brisé de la ruelle, il était terrifiant. Il portait un costume noir, impeccablement taillé, qui coûtait probablement plus cher que son appartement.
Une paire de lunettes de soleil reposait sur sa tête, repoussant ses cheveux sombres. Le seul signe de l'attaque était une cicatrice légère et rougeoyante qui disparaissait dans sa chevelure, et une légère ombre d'échymose sous son œil gauche, habilement couverte, mais pas invisible. Il la regardait droit dans les yeux. Pas le menu, pas la vitrine des pâtisseries. Elle, il savait. Qu'est-ce que je peux vous servir? Balbutia Clara, ses mains agrippant le chiffon humide. Il fit un pas lent vers le comptoir, ses yeux scrutant son visage, son uniforme, son badge nominatif. Clara, lut-il à voix haute. Cela sonnait moins comme un nom que comme un verdict. Un café noir, dit-il. Elle se tourna pour le préparer, ses mouvements saccadés et désordonnés. Elle pouvait sentir ses yeux dans son dos. Elle tâtonna avec le filtre, renversant du marc sur le comptoir. Juste un client. C'est juste un client. Il ne te reconnaît pas. Il faisait sombre. Tu n'étais qu'une ombre. Elle finit de verser le café et le fit glisser sur le comptoir, en faisant attention à ne pas montrer ses mains tremblantes. Ça fera 3,50 $. Il ne chercha pas son portefeuille. Au lieu de cela, il posa quelque chose de petit sur le comptoir et le fit glisser vers elle. C'était son badge, celui avec le grain de café grincheux. Le sang de Clara se glaça. Elle le fixa, incapable de respirer. « Je crois que ceci est à vous », dit Alessandro, sa voix dangereusement douce. Elle leva les yeux, croisant son regard intense et sombre. Il n'y avait aucune reconnaissance en eux, pas celle de son sauveur, seulement le regard froid et calculateur d'un prédateur. « Où l'avez-vous trouvé » murmura-t-elle. « Dans une ruelle près de Veritas », dit-il. « C'était une très mauvaise nuit pour un de mes amis. Vous voyez, cet ami a été attaqué, laissé pour mort, mais quelqu'un l'a aidé. Quelqu'un a appelé le 911. Quelqu'un a arrêté le saignement. C'était vous, Clara? » Elle ne pouvait pas parler. Un hochement de tête était un aveu. Un déni était un mensonge qu'il verrait à travers. Il se pencha légèrement, sa voix baissant à un murmure de conspirateur. Le vieil homme dans le coin n'avait rien remarqué. « N'ayez pas peur, je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Si je voulais vous faire du mal, Carney, vous ne seriez pas en train de me faire du café. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mentit-elle, mais sa voix se brisa. Il sourit, mais c'était une expression froide et mince qui n'atteignait pas ses yeux. Si vous le savez, j'ai vu vos yeux, juste avant de m'évanouir. Je les vois toutes les nuits depuis. Alors il s'en souvenait. C'était la fin. Elle allait disparaître. J'aurais dû simplement partir, dit-elle, des larmes montant à ses yeux de pure terreur. Je n'ai rien vu. Je le jure, je ne voulais pas que vous mouriez. Alessandro l'étudia pendant un long moment silencieux. Il vit son uniforme bon marché et délavé. Il vit la peur sincère dans ses yeux. Il vit l'inclinaison provocante de son menton. Elle n'était pas une menace. Elle n'était qu'une fille. Une fille qui avait fait la seule chose que personne d'autre dans sa vie n'avait jamais faite. Elle l'avait aidé alors qu'il n'avait rien à offrir. « Pourquoi ?» demanda-t-il. C'était la seule question qui comptait. « Tout le monde s'est enfui. Pourquoi pas vous ?» Clara croisa enfin son regard, une étincelle de son ancien moi, d'avant les dettes ravivées. « Parce que vous étiez en train de mourir, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Et personne ne mérite de mourir seul dans une ruelle, en saignant sur le béton. Peu importe qui vous êtes. » Son expression s'adoucit. Le regard froid et calculateur fut remplacé par autre chose, de la curiosité, de l'intrigue. « Vous m'avez sauvé la vie, Clara, » dit-il, sa voix maintenant sincère. « La famille Salvatore paye ses dettes. Dites votre prix. »« Que voulez-vous? »« De l'argent. Un nouvel appartement. Une nouvelle voiture. »« C'est à vous. » Clara le dévisagea. « L'argent, c'est toujours à ça que ça revenait. » Il pensait pouvoir acheter son silence, acheter son acte de gentillesse. La même terreur qui l'avait paralysé quelques instants plus tôt se tordit en une colère froide et dure. « Je ne veux pas de votre argent, » cracha-t-elle, repoussant le badge vers lui. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne des choses à faire. Maintenant, s'il vous plaît, prenez juste votre café et partez. Je ne veux pas de problème. » Alessandro Salvatore, un homme qui pouvait acheter et vendre des quartiers entiers, un homme à qui personne d'important n'avait jamais dit non,
fut réduit au silence par la stupéfaction. Il s'était attendu à un charognard. Il avait trouvé toute autre chose. Il repoussa le badge vers elle. Gardez-le. Un rappel? De quoi? Que vous êtes une mauvaise menteuse, dit-il, et que vous avez une dette envers moi. J'ai une dette envers vous, ricana-t-elle, enhardie par l'incrédulité. Je vous ai sauvé la vie. Non, dit-il en prenant son café. Vous l'avez fait. Ce qui signifie que je vous dois quelque chose. Et dans mon monde, Clara, devoir quelque chose à quelqu'un est un passif. Je n'aime pas les passifs. Mais vous refusez le paiement. Cela fait de vous un passif. Il prit une gorgée de café. Il est brûlé. Il posa un billet de 100 dollars sur le comptoir. Je trouverai un moyen de rembourser cette dette. Que cela vous plaise ou non, il se retourna et sortit, la cloche tintant son départ. Clara s'affaissa sur un tabouret, ses jambes la lâchant. Elle venait de survivre à une conversation avec Alessandro Salvatore. Mais en regardant le billet de 100 dollars et le stupide petit badge, elle eut un terrible pressentiment que sa vie venait d'être sauvée, et aussi qu'elle venait d'être ruinée. Une semaine passa. Puis deux, la vie de Clara revint presque à la normale, si la normale signifiait vivre avec un nœud de terreur dans l'estomac. Chaque voiture noire qui ralentissait, chaque homme en costume qui la regardait, elle supposait que c'était lui. Mais Alessandro Salvatore ne revint pas au café. Elle commença à espérer, timidement, qu'il avait tenu parole, qu'il avait accepté son refus et l'avait laissé tranquille. Puis l'enveloppe arriva. Elle n'avait pas été postée. Elle avait été glissée sous la porte de son appartement, une enveloppe épaisse de couleur crème sans adresse de retour. Son nom, Clara Bennett, écrit sur le devant d'une calligraphie élégante et acérée. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Il y avait seulement un unique chèque de banque. Il était de 150 000 dollars. Dans la ligne de mémo, un seul mot était écrit. Payé. Les mains de Clara tremblaient. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. C'était assez c'était assez pour tout. C'était assez pour rembourser la montagne de dettes médicales que sa mère avait laissée, la dette qui la maintenait enchaînée à 2 emplois et à une vie qu'elle détestait. Mais cet argent semblait sale. Il sentait le sang. Elle était furieuse. Il avait envahi sa vie, son café et maintenant sa maison. Il avait pris son seul acte désintéressé et y avait mis un prix. Elle ne savait pas comment, mais elle devait le lui rendre. Elle ne pouvait pas aller à son entreprise. Elle ne savait même pas où elle se trouvait. Mais elle savait où il avait été cette nuit-là. Veritas, ce soir-là, elle mit le chèque dans sa poche, enfila son meilleur et unique manteau et se rendit au restaurant. Elle n'avait pas de réservation. Elle resta dehors, près de l'allée de service, cette allée à attendre. Elle ne savait pas qu'elle faisait. Elle savait juste qu'elle ne pouvait pas garder l'argent. Après 1 heure dans le froid, une berline noire, si sombre qu'elle semblait boire la lumière, s'arrêta au bord du trottoir. Léo Moretti, l'homme aux lunettes de professeur, sortit du côté passager. Il ouvrit la portière arrière. Alessandro Salvatore en sortit. Il était habillé pour dîner, un costume gris foncé et une cravate argentée. Il avait tout l'air du puissant PDG que les journaux prétendaient qu'il était. Il la vit immédiatement. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air de s'y attendre. « Clara, dit-il, sa voix neutre. Léo se tendit, sa main se déplaçant à l'intérieur de sa veste. Alessandro leva une main pour l'arrêter. Clara marcha droit sur lui, sa peur éclipsée par sa rage. Elle sortit le chèque de sa poche et le pressa contre sa poitrine. « Je vous l'ai dit, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Je ne veux pas de votre argent. » Alessandro ne prit pas le chèque. Il la regarda simplement, son expression illisible dans la faible lumière des lampadaires. « Ce n'est pas une récompense, Clara. C'est une transaction, je vous devais la vie. Maintenant, les comptes sont équilibrés. Ma vie n'est pas un livre de comptes, s'écria-t-elle, attirant l'attention du portier. Vous ne pouvez pas simplement équilibrer les comptes. Vous pensez que ça nous rend quitte? Vous pensez que vous pouvez juste jeter de l'argent à la barista qui vous a vu saigner dans un caniveau et qu'elle disparaîtra? Oui. Dit-il simplement. C'est généralement comme ça que ça marche. Eh bien, je ne suis pas généralement. Elle criait maintenant. Je ne serai pas un de vos problèmes que vous payez pour faire disparaître. Je vous ai sauvé la vie parce que vous étiez un être humain, pas parce que vous étiez un compte en banque.
Reprenez-le. Il la fixa. Cette petite femme furieuse, debout dans la rue, le défiant. Il vit le feu dans ses yeux, la même étincelle têtue qu'il avait vue dans la ruelle. Personne ne lui parlait de cette façon. Personne. Ils étaient soit trop effrayés, soit trop obséquieux. Un lent sourire sincère effleura ses lèvres. Il transforma son visage, le faisant paraître plus jeune et bien plus dangereux. « Vous, dit-il, vous êtes fascinante. » Il prit enfin le chèque de sa main. Clara laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Bien, dit-elle, resserrant son manteau, nous en avons fini. »« Non, pas du tout, dit-il, glissant le chèque dans sa poche intérieure. « J'ai payé une dette. Vous avez refusé. Cela signifie que vous m'avez insulté. » L'estomac de Clara se noua. « Insulté? Dans mon monde, refuser un cadeau, un paiement, est un signe de manque de respect. Cela implique que le donateur est impur, que son argent n'est pas assez bon. » Il fit un pas de plus vers elle. Elle pouvait sentir son parfum, quelque chose de sombre et de cher, comme du bois de santal et des épices. « Alors maintenant, vous me devez quelque chose. » C'est ridicule. C'est insensé. « C'est les affaires, rétorqua-t-il. Vous avez créé une nouvelle dette, une insulte, et vous devrez la rembourser. »« Comment ?» murmura-t-elle, de nouveau terrifiée. « Dînez avec moi. » Clara cligna des yeux. De toutes les choses auxquelles elle s'attendait, une menace, un avertissement, un renvoi, ce n'était pas ça. « Quoi? Vous m'avez insulté, répéta-t-il, une lueur d'amusement dans les yeux. « Vous devez faire amende honorable. Dîner avec moi. Ici. Ce soir. Je ne peux pas. Je ne suis pas habillé. Je n'ai pas de réservation. »« Vous êtes avec moi, dit-il, comme si cela expliquait tout. Et dans ce monde, c'était le cas. Vous n'avez pas besoin de réservation. » Il lui offrit son bras. Clara regarda son bras tendu. C'était une bouée de sauvetage et un nœud coulant, tout en un. Elle regarda le restaurant, un symbole d'un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Et elle le regarda, l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. Si elle disait non, que se passerait-il? Il avait son adresse. Il connaissait son nom. Il venait de démontrer qu'il pouvait découvrir ses détails financiers les plus privés. Elle était déjà dans son monde. Elle y était entrée au moment où elle s'était agenouillée dans cette ruelle. Fuir n'était plus une option. « Un dîner, dit-elle, sa voix faible, pour effacer cette insulte. Et ensuite vous me laissez tranquille. Pour de bon. On verra, dit-il. » En tremblant, Clara Bennett prit le bras d'Alessandro Salvatore. Le portier, qui ne l'avait même pas regardé quelques instants auparavant, se précipita pour ouvrir la porte en inclinant la tête. « Bonsoir, monsieur Salvatore. Votre table est prête. » En entrant dans la lumière chaude et dorée du restaurant, laissant la ruelle froide derrière elle, Clara sentit l'acier doublé de velours du piège se refermer sur elle. Elle était dans la fosse aux lions, mais elle n'avait pas été traînée. Elle y était entrée de son plein gré. Le dîner fut une expérience surréaliste. Clara, dans son manteau à 30$ et ses bottes usées, était assise en face d'Alessandro Salvatore dans une alcôve privée de Veritas. Des serveurs, qui semblaient être des assassins à leurs heures perdues, la traitaient comme une reine. Ils n'établissaient jamais de contact visuel avec elle, seulement avec Alessandro. « Vous ne mangez pas, observa-t-il, désignant son assiette de pétoncle poêlé intacte. « Je n'ai pas très faim, dit Clara, ses mains nouées sur ses genoux. « Vous avez peur de moi, affirma-t-il. Ce n'était pas une question. Ne devrais-je pas? Si basoin, amenem, sain alpaki, dit-il honnêtement, mais pas pour les raisons que vous pensez. Je ne vous ferai aucun mal, Clara. Vous avez ma parole, et ma parole est la seule monnaie qui compte. » Il était différent de ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas une brute. Il était intelligent, précis, et il écoutait, vraiment écoutait, quand elle parlait. Il l'interrogea sur sa vie, sur ses études d'infirmière, sur sa mère. Elle se surprit à lui raconter des choses qu'elle n'avait dites à personne. Lui, à son tour, parla de sa famille. Pas la famille, mais sa vraie famille. Son grand-père, venu de Sicile avec rien. Son père, qui avait bâti l'empire du transport maritime. Il peignit un tableau d'héritage, de devoirs et d'honneur. C'était séduisant, il était séduisant. Il lui montrait l'homme, pas le monstre. Mais cette nuit-là, elle osa enfin demander « Les hommes qui vous ont attaqué, vous avez dit Petrov. »
Le visage d'Alessandro se durcit, la chaleur disparaissant comme une bougie soufflée. Petrov est un animal russe qui ne comprend pas les limites. Il a empiété sur mon territoire. On s'occupera de lui. Et la taupe murmura-t-elle. Vous avez dit que vous aviez été piégé. Ses yeux la transpercèrent. Rien ne vous échappe, n'est-ce pas? Il se pencha en avant. Oui, il y a une taupe. Quelqu'un dans mon cercle proche. Quelqu'un qui connaissait mon emploi du temps, mon itinéraire. Le fait que j'enverrais ma sécurité principale en avance à la réunion. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Qui? Si je le savais, il serait déjà dans l'East River, dit-il avec une finalité glaçante. Mon conciliaire Léo enquête. Il soupçonne, eh bien, il soupçonne tout le monde comme il se doit. C'était sa chance, sa porte de sortie. C'est votre monde, Alessandro, pas le mien. Je ne peux pas faire partie de ça. Vous en faites déjà partie, dit-il doucement. Vous m'avez sauvé la vie et vous avez dîné avec moi. Dans mon monde, cela fait de vous quelqu'un que je dois protéger, que cela vous plaise ou non. Je n'ai pas besoin de votre protection. Vraiment? Rétorqua-t-il. Ce café où vous travaillez, le gérant, un homme nommé Thomas, vole dans la caisse et dans vos pourboires. Et cet appartement où vous vivez, le propriétaire prévoit de rénover et de tripler le loyer, vous forçant à partir. Votre monde n'est pas aussi sûr que vous le pensez. Clara était sans voix. Il avait enquêté sur elle de manière approfondie. Ne vous inquiétez pas, dit-il en prenant une gorgée de vin. Thomas sera licencié d'ici demain matin pour des erreurs de comptabilité et votre propriétaire a eu un soudain changement d'avis. Il vous proposera un nouveau bail de 5 ans à votre tarif actuel. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire. C'est ce que je fais, Clara. Je règle les problèmes. Je protège ce qui est à moi. Elle était piégée. Ce n'était pas une cage de barreaux d'acier, c'était une cage de protection dorée, de problèmes résolus. C'était terrifiant. Le dîner se termina. Il la raccompagna à la sortie. Sa berline noire attendait. Léo vous ramènera chez vous, dit-il. Et vous? J'ai une réunion au sujet de la taupe. Il était sur le point de monter dans une autre voiture quand un homme sortit précipitamment du restaurant. Il était chauve, en sueur, et portait une maillette. Il ressemblait à un comptable. « Monsieur Salvatore, monsieur » appela-t-il en s'arrêtant net. « Les rapports trimestriels, vous les avez oubliés. Léo m'a demandé de... » Alessandro leva une main, le faisant taire. « Ricardo, calmez-vous, vous êtes nerveux. »« Oui, monsieur, bien sûr, monsieur. C'est juste qu'avec la situation de Petrov, tout le monde est sur les nerfs. » Ricardo tendit la maillette à Léo. Et à ce moment-là, Clara le vit. Ce n'était pas Ricardo. C'était l'homme avec qui il était. Un homme grand et décharné en costume sombre avait suivi Ricardo et se tenait juste à l'intérieur de la porte du restaurant, essayant de paraître discret. Il avait une longue cicatrice irrégulière qui courait le long de sa joue gauche, de son œil à sa mâchoire. Clara haleta. Alessandro se tourna vers elle. « Qu'y a-t-il? »« Lui, » murmura-t-elle, hochant la tête vers l'homme dans l'embrasure de la porte. « La cicatrice, je l'ai déjà vue. » Alessandro et Léo se raidirent. « Où? » La voix d'Alessandro était une lame. « La nuit de l'attaque, » dit Clara, son esprit s'emballant, reconstituant les pièces. « Je récupère parfois les vieilles pâtisseries de Veritas pour le café. J'étais ici plus tôt ce soir-là, pour prendre des boîtes de la cuisine. J'ai vu cet homme dans la ruelle. »« C'était un des hommes de Petrov? » demanda Léo. « Non, pas à ce moment-là, » dit Clara en secouant de la tête. « C'était des heures avant. Il parlait avec lui. » Elle pointa du doigt, pas l'homme à la cicatrice. Elle pointa le comptable en sueur et terrifié. « Il parlait à Ricardo, » dit Clara. « Ils se disputaient, c'était houleux. Je me souviens avoir trouvé ça étrange. Ricardo lui a donné une enveloppe et l'homme à la cicatrice, il avait l'air de le menacer. Silence. Toute la rue sembla tomber dans ce silence. Le visage de Ricardo devint blanc. Il regarda Clara, puis Alessandro, puis l'homme dans l'embrasure de la porte, qui réalisait maintenant qu'il avait été démasqué. Le visage d'Alessandro était taillé dans la glace. Il regarda son comptable, un homme qui travaillait pour sa famille depuis 20 ans. « Ricardo. » Ricardo laissa tomber sa maillette. Il se retourna et sprinta dans la rue. « Léo, » dit Alessandro doucement. Léo n'hésita pas.
Il bougeait avant que Ricardo n'ait fait un troisième pas, le plaquant au sol. L'homme à la cicatrice tenta de sortir une arme, mais Alessandro était déjà sur lui, le désarmant avec une efficacité brutale et exercée qui laissa l'homme à bout de souffle, serrant un poignet cassé. Tout fut terminé en 10 secondes. Alessandro rajusta sa cravate. Il baissa les yeux sur Ricardo, qui pleurait sur le trottoir, immobilisé par Léo. Alors, dit Alessandro, sa voix d'un calme terrifiant, la taupe. Il se tourna et regarda Clara. Elle était pâle, tremblante, mais elle soutenait son regard. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas fui. Il réalisa avec une clarté soudaine et surprenante qu'elle ne lui avait pas seulement sauvé la vie. Elle venait de sauver sa famille. Monte dans la voiture, Clara, dit-il. Ce n'était pas une demande. Léo, amène Ricardo, on va faire un tour. Et toi, gronda-t-il à l'homme balafré, tu vas tout me dire. Le trajet fut les 20 minutes les plus terrifiantes de la vie de Clara. Elle était assise à l'arrière de la berline, pressée contre le cuir moelleux. Alessandro était assis à côté d'elle, parfaitement immobile, dégageant une fureur froide qui était plus effrayante que n'importe quel cri. Léo conduisait. Sur le siège passager, Ricardo sanglotait, les mains attachées dans le dos avec des serre-câbles. L'homme balafré, le soldat de Petrov, était dans une autre voiture derrière eux, une voiture de l'équipe de nettoyage. Ils n'allèrent pas à un poste de police. Ils allèrent à un entrepôt dans les chantiers navals de Red Hook, un immense bâtiment sombre qui sentait le sel et la rouille. Le nom Salvatore était peint sur le côté en lettres délavées. Ils furent entraînés à l'intérieur. L'entrepôt était vide, à l'exception d'une seule chaise sous une ampoule nue suspendue. « Mettez-le sur la chaise, Ordenburn », ordonna Alessandro. Léo et un autre homme, apparu de l'ombre, attachèrent un Ricardo. « Alessandro, s'il vous plaît », supplia Ricardo, le visage luisant de larmes et de sueur. « S'il vous plaît, je devais le faire. Ils avaient mon fils. Ils avaient des photos. Ils savaient où il allait à l'école. » Alessandro se tenait dans l'ombre, juste à l'extérieur du cercle de lumière. « Tu me voles depuis 5 ans, Ricardo. Ne me mens pas. Pas maintenant. » Les sanglots de Ricardo s'accrochèrent. Il était pris. Ça a commencé petit, juste pour couvrir de mauvais investissements. Mais ça a grossi et ils l'ont découvert. Les gens de Petrov. Ils ont dit qu'ils me dénonceraient à vous ou que je pourrais leur donner quelque chose de plus gros. Un moyen d'effacer ma dette envers eux. « Alors tu leur as donné moins, » dit Alessandro, sa voix plate. « Ils étaient juste censés te malmener, te faire peur. Pas ça, je le jure. Tu m'as piégé pour que je sois assassiné, » le corrigea Alessandro. « Et tu m'as laissé chercher une taupe, pointant du doigt mes hommes les plus loyaux pendant que tu étais assis dans ton bureau à compter mon argent. Je suis désolé. Patron, s'il vous plaît. » Alessandro entra dans la lumière. Son visage était un masque de jugement froid. « Je ne suis pas un homme qui pardonne, Ricardo. » Clara, qui se faisait toute petite près de la porte, ne put rester silencieuse. « Alessandro, arrêtez. Il est pathétique. Il n'est plus une menace. Laissez-le partir. Laissez-le simplement partir. » Alessandro se tourna vers elle, ses yeux illisibles. « C'est mon monde, Clara. Voilà à quoi ressemble la protection. Voilà le genre de problème que je règle. Tu voulais voir le monstre? Regarde. » Il se retourna vers Ricardo. « Tu as déshonoré ma famille. Tu nous as tous mis en danger et tu m'as fait perdre du temps. »« Qu'est-ce qu'on fait de lui, patron? » demanda Léo. Alessandro regarda l'homme en pleurs. Il pensa à la ruelle, à la sensation de ses côtes qui se brisaient, puis il regarda Clara, son visage pâle d'horreur, mais ses yeux remplis de pitié. Il soupira. La rage était toujours là, une spirale brûlante dans ses entrailles, mais sa présence en changeait la composition chimique. « Tu es une honte, Ricardo, » dit Alessandro. « Pas un martyr. Léo, réserve-lui un aller simple pour l'Argentine. Mette-le sur un cargo ce soir. Il partira avec les vêtements qu'il a sur le dos et il ne remettra plus jamais les pieds sur ce continent. Si j'entends son nom, si je vois son visage, je finirai ça. Tu comprends? » Ricardo hocha la tête, hyperventilant de soulagement. « Oui, merci, patron. »« Ne me remercie pas, » le coupa Alessandro. « Remercie-la. Elle t'a acheté une vie que tu ne mérites pas. » Léo hocha la tête, libérant Ricardo et le relevant.
Et l'homme de Petrov, il, Alessandro dit, sa voix devenant graveleuse, sera notre messager. Il va retourner voir Petrov et lui dire exactement ce qui s'est passé. Il va lui dire que je sais et que j'arrive. 1 heure plus tard, Alessandro raccompagna Clara à la voiture. L'entrepôt était de nouveau silencieux. Des problèmes avaient été réglés. Vous auriez dû être dégoûté, dit-il alors que la voiture commençait à rouler, laissant les quais sombres derrière eux. Vous auriez dû fuir en hurlant. Clara resta silencieuse un long moment, regardant les lumières de la ville défiler derrière la fenêtre. J'étais dégoûtée, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Et je suis terrifiée, mais vous l'avez laissé partir. L'exil n'est pas le pardon, dit-il. Ce n'est pas une balle dans la tête, rétorqua-t-elle. Elle se tourna pour le regarder. Vous avez fait preuve de pitié. N'appelez pas ça comme ça, claqua-t-il. C'était une décision tactique. Il est plus utile en tant que fantôme en Amérique du Sud qu'en tant que corps dans le port. Ça envoie un message différent. Clara secoua la tête. Vous mentez. Vous l'avez fait pour moi. Vous ne vouliez pas que je vous voie faire ça. Alessandro ne répondit pas. Il regarda simplement par la fenêtre. Ils roulèrent en silence, le gouffre entre leurs deux mondes plus large que jamais. Mais en même temps, un pont étrange et terrifiant se construisait à travers lui. Quand ils arrivèrent à son appartement, il sortit et la raccompagna à la porte. La serrure cassée de son enquête avait été remplacée par une serrure en acier robuste. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il. La taupe est partie et Petrov sera trop occupé à surveiller ses arrières pour s'inquiéter d'une barista. »« Alors c'est tout, dit-elle. La dette est payée? Vous allez me laisser tranquille maintenant? » Les mots qu'elle avait tant désiré entendre avaient maintenant un goût de cendre dans sa bouche. Alessandro baissa les yeux sur elle. Il vit la femme qu'il avait sauvée, la femme qui avait démasqué son traître, et la femme qui, en l'espace de quelques heures, avait vu le pire de lui et était toujours là. Il tendit la main, sa main hésitant avant que ses doigts n'effleurent doucement sa joue. C'était la première fois qu'il la touchait avec autre chose qu'une formalité polie. Son contact était chaud. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Vous aviez promis, souffla-t-elle. Je t'ai promis un dîner. J'ai promis de rembourser ma dette, dit-il, ses yeux intenses. Mais je ne peux pas te laisser seule parce que, Clara, de toute ma vie, tu es la seule personne qui m'ait jamais vue. Le vrai moi. Celui qui saignait dans la ruelle et celui dans l'entrepôt. Et tu es toujours là. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, Alessandro. Je veux que tu sois en sécurité, dit-il. Mais plus que ça, je te veux, toi. Je ne suis pas un homme bon, Clara. Je suis tout ce dont tu devrais fuir. Mais je pense que tu es peut-être la seule bonne chose que j'ai jamais trouvée. Il se pencha, son intention claire. Ce n'était pas une demande. C'était une confession. Dis-moi de partir, Clara, murmura-t-il, ses lèvres à 1 centimètre des siennes. Dis-moi de m'en aller et je le ferai. C'est ta dernière chance. Parce que si tu ne le fais pas, je ne te laisserai jamais partir. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Son esprit hurlait, fuit. C'était un tueur, c'était un monstre. C'était une vie de ténèbres et de peur. Mais elle regarda dans ses yeux et elle vit l'homme de la ruelle, l'homme qu'elle avait refusé de laisser mourir seul. Elle ne lui dit pas de partir. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux. C'était désespéré et plein de peur et de colère et d'une passion terrifiante et indéniable. C'était la collision de deux mondes. C'était l'acceptation d'un destin qu'elle avait scellé au moment où elle s'était avancée. Les 6 mois suivants furent un tourbillon. Clara Bennett, la barista, cessa d'exister. Au début, Alessandro tint sa promesse. Il la protégea. Il l'installa dans un appartement de grand standing avec des fenêtres par balles et une vue sur Central Park. Il lui donna une carte de crédit sans limite. Il l'entoura de gardes du corps. C'était une cage dorée et Clara la détestait. Elle n'était pas une poupée à garder sur une étagère. Elle était la femme qui était entrée dans la ruelle. « Je ne peux pas rester assise ici, Alessandro », lui dit-elle un soir alors qu'il s'habillait pour une autre réunion. « Je ne peux pas être cette personne, cette femme entretenue. »« Tu n'es pas une femme entretenue, » dit-il en ajustant ses boutons de manchette. « Tu es la femme que j'aime. » C'était la première fois qu'il le disait. Cela la laissa sans voix. « Mais tu me tiens à l'écart de ta vie, » argumenta-t-elle. « Tu sors, tu règles les problèmes, tu t'occupes de Petrov,
Et moi, je reste ici à commander le service en chambre. Je ne suis pas un animal de compagnie, Alessandro. J'étais infirmière. Je suis... J'étais intelligente. Il se tourna vers elle, un rare sourire sur son visage. Je sais, tu as été assez intelligente pour trouver la taupe que toute mon organisation a manqué. Il s'approcha d'elle, lui prenant les mains. J'ai lutté contre ça. J'ai essayé de te garder séparé. J'ai essayé de garder ta lumière loin de mes ténèbres. Mais tu as raison. Ça ne marche pas. Tu n'es pas faite pour être cachée. Tu es faite pour être vue. La nuit suivante, il n'alla pas à une réunion. Il amena la réunion à lui. Il organisa un dîner non pas avec des hommes d'affaires, mais avec ses capots, les 10 hommes les plus puissants et les plus dangereux de son organisation. Ils entrèrent tous, respectueux, mais curieux, leurs yeux glissant vers Clara, qui se tenait aux côtés d'Alessandro dans une simple et élégante robe noire. Messieurs, dit Alessandro en lui livrant un verre de vin, vous savez tous ce qui s'est passé il y a 6 mois. Vous savez que j'ai été trahi. Vous savez que j'ai été laissé pour mort. La pièce était silencieuse. Ce que vous ne savez pas, continua-t-il, c'est que je n'ai pas été sauvé par nos hommes. J'ai été sauvé par cette femme. Il posa une main dans le creux du dos de Clara. Les 10 capos la dévisagèrent. Leurs expressions passèrent de la curiosité à un nouveau respect profond. Et quand j'étais aveuglé par la rage, à la recherche de la taupe parmi vous, dit Alessandro, sa voix portant, ce sont ses yeux qui ont vu la vérité. C'est sa mémoire qui a démasqué Ricardo. Elle m'a sauvé la vie. Et elle a sauvé cette famille. Il leva son verre. Clara Bennett n'est pas ma maîtresse. Elle est ma conseillère. Elle est mon conseil le plus fiable. Elle voit ce que nous sommes trop proches pour voir. Elle a la parole de la famille de Salvatore. Vous lui montrerez le même respect que vous me montrez. Vous la traiterez comme la reine. Le cœur de Clara battait la chamade. C'était ça. C'était le vrai choix. Il ne lui offrait plus une cage, il lui offrait un trône. Elle regarda les visages des hommes qui la fixaient. C'étaient des tueurs, des criminels et des hommes d'affaires. Et ils levaient tous leurs verres à elle. Elle était entrée dans la ruelle pour sauver un homme. Elle était entrée dans le restaurant pour défier un patron. Et maintenant, elle se tenait à côté d'un roi en tant que son égal. Son ancienne vie était partie. La dette, les 2 emplois, la peur du plafond taché d'eau de son appartement. C'était la vie d'une autre personne. Elle prit son propre verre, sa main parfaitement stable. Elle regarda Alessandro, qui la regardait avec une expression de pure fierté possessive. Elle n'était pas le monstre. Il n'était pas l'homme. Ils étaient quelque chose de nouveau ensemble. Un équilibre de lumière et d'ombre. Elle n'était plus Clara, la barista qui avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle était Clara Salvatore, la femme qui avait vu le chef de la mafia au plus bas et qui non seulement s'était avancée, mais l'était vêtée. Et c'est ainsi que commence la véritable histoire de Clara et Alessandro. Pas avec un grand geste, mais avec un simple acte de courage qui a tout changé. Clara n'a pas seulement ramené Alessandro du bord de la mort, elle a réécrit le tissu même de son existence. Avant elle, son monde était bâti sur le contrôle, le pouvoir et la peur. Une forteresse aux murs trop hauts pour que quiconque puisse les escalader. Mais elle les a traversés, non pas parce qu'elle était invincible, mais parce qu'elle comprenait ce que signifiait se battre en saignant, se tenir droite alors que le monde essayait de la briser. Elle lui a appris que la vraie force ne consiste pas à être intouchable, sans défaut ou impitoyable. C'est ce que vous faites quand vous êtes brisé, quand votre cœur est lourd, et quand l'obscurité semble sans fin, et que vous choisissez quand même de vous relever. Dans son défi silencieux, elle est devenue la lumière qui a exposé chaque ombre derrière laquelle il s'était caché. Et ce faisant, elle a prouvé une vérité intemporelle, que parfois, la personne la plus sous-estimée dans la pièce est celle qui détient silencieusement toutes les cartes. Quand tous les autres ont faibli, elle s'est avancée avec rien d'autre que sa conviction. Et c'est ce courage qui a changé le cours de leurs 2 vies. En retour, il lui a donné plus que de la gratitude ou du pouvoir. Il lui a donné un empire. Construit non pas sur la peur, mais sur la foi en la femme qui lui a appris ce que signifie la vraie force. Que pensez-vous du choix de Clara? Était-ce de la bravoure? Ou était-ce le début de sa propre corruption? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé le drame et les rebondissements,
faites-moi une énorme faveur et appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Et comme toujours, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les histoires de choix dangereux et un amour qui brise toutes les règles. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et soyez toujours assez courageux pour faire un pas en avant.